On verra ça tout à l'heure. On va démarrer avec le ciel, le secteur aérien, puisque Philippe Bernand est à nos côtés. Je rappelle que vous êtes le président du directoire d'Aéroports de Lyon. Le trafic aérien mondial est passé en quelques années de millions de passagers dans les années 50 aux milliards, je crois que c'était en 1987. Aujourd'hui, on a dépassé les 3 milliards de voyageurs par an. Il y a des estimations qui donnent 6 milliards d'ici 2030. Comment on peut expliquer cette croissance exponentielle? Tout à l'heure, on expliquait qu'avec le digital, avec les nouveaux moyens de communication, on avait peut-être moins besoin de se déplacer. Ce n'est pas le cas pour l'avion. Je crois que effectivement, le transport aérien aujourd'hui, c'est un maillon important de la mobilité parce que ça permet de franchir des grandes distances en étant extrêmement court. Et effectivement, les perspectives de croissance sont là pour au moins les 30 à 50 prochaines années. C'est un fait indéniable. Les constructeurs d'avions l'ont bien compris d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui, c'est une activité industrielle quand même extrêmement florissante. Il y a une logique aussi à ça, c'est que depuis maintenant une vingtaine d'années, s'est installé aussi le transport low cost, qui aujourd'hui porte un nom, je trouve, assez à consonance négative. Parce que la véritable idée, c'était de dire comment est-ce qu'on peut effectivement faire baisser les coûts du transport aérien. Ça a vraiment boosté complètement le développement de ce type de transport dans le monde. C'est en train de s'attaquer, ça a démarré par le court courrier, et puis c'est en train de s'extrapoler aujourd'hui au long courrier. Et c'est une révolution parce que d'abord, ça a complètement démocratisé le transport aérien, plus que ce qui n'était avant. Hein. Le transport aérien c'est plus le mode de transport des élites. Hein. C'est un transport qui s'est complètement, effectivement, démocratisé et qui également est un outil pour les chefs d'entreprise, pour particulièrement les petites entreprises, qui leur donne la possibilité d'aller exprimer leur talent à l'international. Et on voit d'ailleurs pas mal de compagnies low cost qui s'attaquent au trafic d'e-business et qui font des offres dans ce sens-là. Donc oui, c'est un mode de transport qui a de très belles années encore devant lui. On peut d'ailleurs préciser que les compagnies traditionnelles développent également leur propre compagnie low cost, preuve que ce secteur a un certain avenir. Comment se positionne l'aéroport de Saint-Exupéry au niveau national et au niveau international ? Alors, l'aéroport de Lyon, aujourd'hui, c'est le 3e aéroport français. Enfin, après Paris, je dirais, il y a Paris, les 2 aéroports parisiens, puis effectivement, l'aéroport de Nice, Nice n'étant pas desservi par le TGV, qui a une activité de navette entre Nice et Paris qui est extrêmement importante, que nous n'avons plus à Lyon, et Lyon qui est juste derrière. On a une proposition, effectivement, comme vous le disiez, qui est stratégique, puisque en termes de géographie, on est vraiment au cœur de l'Europe. On est à la croisée d'autres modes de transport que sont la route et le fer. C'est un aéroport aujourd'hui qui a des capacités d'extension extrêmement importantes, alors qu'on sait que, vu les chiffres de croissance du transport aérien qui sont annoncés, le problème des capacités aéroportuaires sera un problème chronique en Europe. Vous avez la capacité aujourd'hui à Lyon-Saint-Exupéry de vous développer sur une surface foncière de pratiquement 2000 hectares, la possibilité de réaliser des pistes supplémentaires. Donc autant d'atouts qui font que l'aéroport à la fois est au cœur d'un territoire extrêmement dynamique et qui a en plus, je dirais, une capacité d'expression extrêmement forte. Et cerise sur le gâteau, on est vraiment sur non pas seulement un aéroport, mais une plateforme intermodale avec effectivement une gare TGV aujourd'hui sur le site. Et en tout cas, la conviction aujourd'hui que nous portons et que je porte en particulier, c'est vraiment plus une notion de complémentarité des modes de transport que de concurrence comme on l'a vécu par le passé. C'est quoi le poids économique de l'aéroport sur le tissu local ? Alors, d'abord, la PME Aéroport de Lyon, c'est pas si gros que ça. Ça fait 170 millions de chiffre d'affaires. C'est pas si énorme que ça. Par contre, l'impact économique est colossal puisqu'on le chiffre aujourd'hui à 2,8 milliards. On le ramène quelquefois aux passagers. C'est 600 € du passager départ.
c'est un véritable centre économique avec 6000 emplois, 250 entreprises présentes sur le site. Et ce que les gens ne perçoivent peut-être pas suffisamment, c'est que c'est vraiment un outil de développement économique d'une région. Et on est dans un monde, on croit souvent que les aéroports sont dans des situations monopolistiques. Aujourd'hui, on est dans un monde de compétition. On est notamment en compétition avec un grand voisin qui s'appelle Genève. Et qu'aujourd'hui, l'aéroport de Lyon, même s'il porte le nom de Lyon et qu'on est en terre grenobloise, c'est l'aéroport majeur de la région Rhône-Alpes. Et c'est réellement important que la valeur qu'aujourd'hui génère une telle infrastructure, avec encore une fois pas seulement l'aéroport, mais tous les acteurs qui y travaillent, reste dans notre région, reste dans notre pays. Vous parliez des perspectives de développement. Sur le site de l'aéroport, vous êtes en train de finaliser un nouveau terminal. Alors on finalise effectivement, il est même bien finalisé puisque les premiers passagers sont arrivés il y a quelques jours. Il va s'ouvrir progressivement à l'ensemble du trafic low cost et puis du trafic traditionnel. Le phasage, c'est en gros mars-avril pour l'arrivée et le départ des low cost, puis au mois de septembre-octobre, une inauguration complète de la première tranche, puis une deuxième tranche un an après à l'été 2018. Pourquoi ce terminal ? Ce terminal d'abord parce que un aéroport, c'est aussi l'image de la région qu'il dessert, et on a voulu faire de ce terminal, donner à ce terminal vraiment une image de terminal international et non pas d'aéroport régional. Je pense que c'est extrêmement important pour l'identification de notre région à l'international. On l'a voulu également performant sur le plan économique, c'est-à-dire efficace sur le plan opérationnel, pour que les compagnies y fassent des économies dans leurs coûts d'exploitation. On l'a voulu évidemment qualitatif. On ne peut pas imaginer aujourd'hui de construire un terminal qui ne serait pas à la pointe de la qualité de service. Et enfin, on l'a voulu également sur le plan énergétique extrêmement performant. On ne peut pas aujourd'hui imaginer de ne pas prendre fortement en compte les aspects développement durable quand on construit une infrastructure comme celle-ci. Et aujourd'hui, je dis souvent, on va doubler pratiquement la surface de nos aérogares, mais la facture d'électricité de l'aéroport va simplement augmenter de 10%. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a voulu effectivement, et on a mis beaucoup de poids à ce que ce terminal soit calculé comme ça. Il aura un label HQE. Pour ceux qui connaissent un petit peu le bâtiment, ça sera le premier terminal en France qui aura un label HQE, puisque même l'aéroport de Paris a fait des satellites HQE, mais un terminal entier avec toutes les fonctions, ça sera une première en France. Alors ces considérations environnementales, on les retrouve effectivement beaucoup dans le domaine des déplacements. Et justement, Gérard Felzer, un avion, ça consomme quand même beaucoup de kérosène. C'est peut-être un des points noirs de ce type de déplacement. Quel est l'impact sur l'environnement de cette nette augmentation qu'on connaît depuis quelques décennies ? Alors tout d'abord, je remercie mon voisin parce que en tant que pilote, j'ai opéré très souvent au départ de l'aéroport de Lyon, et notamment sur les transatlantiques en Airbus 310. C'était un petit peu tôt, des Lyon-New York, Lyon-Bordeaux-New York d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus d'actualité. Effectivement, quand j'étais, moi, pilote sur Boeing 747, par exemple, on transportait des passagers, certes, mais on consommait en gros 5 litres à l'heure au 100 par passager, ou 5 litres au 100 km par passager. Aujourd'hui, avec un 380, on est à 2 litres. Moins de 2 litres si on le blinde à 840 passagers. Donc on a fait des progrès. Mais dans le même temps, comme vous disiez, on est passé, le chiffre exact de l'an dernier, c'est 3 milliards 700 millions de passagers. Et en 2050, on va probablement dépasser les 7 milliards. Il y a chaque seconde décolle ou atterrit un Airbus dans le monde. Et donc, il y a un problème d'émission, parce que la croissance du trafic aérien va plus vite que la technologie qui tend à baisser la consommation. Aujourd'hui, on est à 2,5 à 3% du total du gaz à effet de serre. On sera probablement, parce que les autres technologies, la voiture, le train, etc., auront fait des progrès parallèlement, on va probablement monter dans les 10%. Mais on fait des progrès, et il est vrai que Airbus tient la barre pour l'instant, et que c'est assez encourageant. Alors, il y a l'avion, mais il y a aussi l'aéroport. Et bon, je vous remercie pour ce clin d'œil sur les nouveaux bâtiments. J'espère que vous avez des panneaux solaires sur vos milliers de mètres carrés. Peut-être pas, mais en tous les cas, je l'espère. Et puis, il y a la pollution des avions au sol. Et c'est pas neutre. Roissy, le roulage des avions, parce qu'on roule au moteur, ce qui est complètement aberrant, c'est 300 000 tonnes de CO2. C'est autant que le périphérique.
Donc vous voyez un petit peu l'impact que peut avoir des avions au sol. Donc j'ai hurlé à l'époque où j'étais pilote sur Safran, qui était un copain à l'époque, M. Béchat, qui est le PDG. Je lui ai dit, écoute, c'est trop bête, regarde, j'ai encore bouffé 1000 litres, 1500 litres avant de décoller. Donc mets-moi des moteurs électriques sur mes roues. C'est ce qu'ils ont fini par faire, ça s'appelle le Green Taxi de Safran. Donc c'est un avion qui roule en électrique, qui met en route au dernier moment. Mais ça ne marche pas pour les longs courriers. Pourquoi? Parce qu'il faut emmener 400 kilos supplémentaires. Et 400 kilos supplémentaires sur un vol de 10 à 12 heures, eh bien, ça vous bouffe autant en carburant à cause de la surcharge. Donc, je suis en train de concevoir à mon tout petit niveau un tracteur. J'irai voir nos amis de chez Renault pour avion, long courrier, qui doit tirer en gros 500 tonnes pour un 380 et faire économiser ces 300 000 tonnes de CO2 pour rien. Donc, il y a des progrès en aviation et il y a des progrès dans les infrastructures. On voit d'ailleurs quelques initiatives depuis quelques années. Il y a notamment le Solar Impulse, l'avion solaire de Bertrand Piccard. Des gros porteurs électriques, est-ce que c'est utopique, Gérard, ou ça va arriver assez rapidement? Alors, bon, Bertrand Piccard est un ami. J'ai participé aussi à son aventure à mon tout petit niveau. Il faut oublier, on n'arrivera pas à faire voler des passagers en solaire. Le solaire, c'est très peu de puissance. Vous dégagez 150 watts par mètre carré, il vous faudrait des milliers de mètres carrés pour pouvoir faire marcher un avion. Mais l'avion électrique, oui, en revanche. D'ailleurs, Airbus a dans ses cartons un petit avion de 19 places, régional, électrique. 19 places parce que c'est une réglementation qui fait qu'on change de catégorie. Et puis un moyen courrier, ou plutôt un court courrier de 50 places en électrique. Alors probablement avec des piles à combustible, on en parlera peut-être plus tard, ou avec des supraconducteurs. En tous les cas, c'est dans les tuyaux et c'est quelque chose qui est totalement envisageable, l'avion électrique, en effet. Est-ce que le dirigeable à pédale est un moyen de transport d'avenir, Gérard? Je vois que vous êtes bien renseigné. Oui, j'avais traversé l'Atlantique en ballon à pédale avec Nicolas Hulot. Ça s'est terminé au milieu de l'Atlantique. Vous avez fait quand même 2500 km. On a fait 2500 km, on a toujours le record. D'ailleurs, on était en compétition avec Bertrand Piccard, puisque lui voulait faire son tour du monde. Et nous voulions faire notre tour du monde, mais sans gaz, sans énergie, que de l'énergie solaire sur le ballon. Et bon, on s'est craché avant. En tous les cas, on a fait avancer la science. C'est assez intéressant. Et Bertrand Piccard, pour moi, il est rentré dans ma petite société, ma petite start-up, où je transforme des véhicules thermiques en électriques. Eh bien, c'est un facteur pédagogique. Voilà. Si on est capable de faire le tour du monde en électrique, on est capable, dans la vie quotidienne, d'être beaucoup plus vertueux sur ce qui vole, ce qui roule et ce qui flotte. Ah, si je vous parlais de dirigeable, c'est qu'ici, sur le territoire grenoblois, il y a des entreprises qui réfléchissent sur ce mode de transport qui peut paraître obsolète, mais qui a un avenir. Et c'est notamment l'entreprise Airstar, qui est basée à Champré-Froge, à quelques kilomètres donc, de Grenoble, et qui planche depuis plusieurs années sur le sujet, notamment pour le transport des marchandises. On regarde ce reportage. Il fait son comeback dans les airs et dans les esprits. Le dirigeable a le vent en poupe et pourrait bien détrôner l'hélicoptère. À Champré-Froge, l'association Transocéan a imaginé cette Formule 1 des airs, capable à terme de transporter des centaines de kilos de marchandises. Ils serviront dans un premier temps à faire des travaux aériens. Ça veut dire tout ce qu'on peut faire et qui nécessite des stationnaires longue durée. Un hélicoptère peut faire des stationnaires pendant un certain temps, ça coûte énormément d'énergie, ça coûte cher. Des travaux aériens qui peuvent être de la surveillance, qui peuvent être du SAV par exemple, les lignes à haute tension d'EDF. Et on peut imaginer demain le ciel parcouru par ces engins qui seront silencieux. Ultra Design, composé de matériaux innovants, cet aéronef baptisé l'Hélio est gonflé à l'hélium. Le ballon est ensuite propulsé par des piles électriques, une technologie dernier cri qui fait de ce dirigeable un transport aérien à zéro émission de CO2. Il faut savoir qu'un dirigeable, c'est un plus léger que l'air, qu'à partir du moment où on a mis l'hélium, donc le gaz qui permet de voler, le dirigeable a besoin de très peu d'efforts pour prendre de l'altitude. Donc on a juste besoin de mettre un petit peu de moteur, un petit souffle vers le bas, et ça va venir élever le ballon petit à petit. Mais piloter un tel engin ne s'improvise pas. Pour former les aviateurs de demain, Transocéan ambitionne de créer la première école de dirigeables en France. Elle pourrait accueillir ses premiers élèves en 2019 sur l'aérodrome du Versou, en plein cœur du trafic aérien. Est-ce que je peux rebondir là-dessus? J'allais vous le proposer, Gérard. Pierre Chabert, d'abord, est un ami, c'est formidable là, pour la région. Il est la plus grande compagnie, société de ballons éclairants. On a traversé la Manche, on a fait un record tous les deux avec une soucoupe volante électrique.
C'était assez drôle et ça projette vers l'avenir. Et puis on a un projet, mais cette fois-ci avec Bertrand Piccard, un dirigeable qui fait 160 mètres de long, 7500 mètres carrés de panneaux solaires et qui, pour le coup, pourrait emmener 80 personnes. Donc, il y a des perspectives. Ça ne va pas être une révolution, ce n'est pas du transport de masse, mais il y a quand même des perspectives. Allez, on va revenir sur Terre maintenant pour prendre le train avec Jacques Chauvineau. Vous êtes président d'Objectif OFP. Donc, OFP, c'est Opérateur